J'ai accepté, mais c'est vrai que c'est un peu particulier comme exercice, même si je connais un peu Henriette Walter, dont je me suis servi de certaines de ses études lorsque j'étais enseignant. C'est quand même une grande linguiste. C'est toujours un peu particulier de se glisser dans le texte de quelqu'un d'autre pour le partager. Alors, lorsque la proposition m'a été faite, à un moment, j'ai rêvé de faire une conférence gesticulée du genre. Bon, en fait, on fera simplement, j'assumerai mon rôle de ventriloque. J'essaierai de faire juste quelques petits commentaires sans dénaturer ce qu'a écrit Henriette Walter. Comme je m'intéresse aussi à ces noms de poissons dont nous allons parler côté occitan, ça fera écho à ce qu'elle développe. Alors donc les noms des poissons et leur histoire. Alors c'est une véritable gageure de vouloir en moins d'une heure raconter l'histoire des noms de poissons, tellement il y en a. Henriette Walter en dénombre, d'après les ichthyologistes, 32 000. Je pense qu'il y en a, on peut en rajouter qu'on ne connaît pas, puisqu'on sait très bien que tout ce qui vit sous la surface, que ce soit... les eaux douces, on connaît mieux maintenant, mais l'eau de mer, on ignore beaucoup de choses. Mais ce nombre exorbitant de poissons, dans son travail, elle a réussi à le ramener de 32 000 à 300 noms. Alors comment elle a fait? Bien, elle a choisi l'entrée du dictionnaire. C'est-à-dire qu'elle a pris les 3 dictionnaires extrêmement courants comme le Petit Robert, le Petit Larousse et le dictionnaire Hachette encyclopédique. Parce que, voilà, on parle de noms de poissons, on pourrait parler de noms de poissons qui sont totalement ignorés, ça ne nous aiderait pas. Voilà. En même temps, quand on va parler de certains noms de poissons, moi, ce qui va me manquer, c'est de vous les montrer. On va avec un peu de chance, mais bon, certains dont on parle ici, ça serait difficile de les avoir au bord de la LED. Et donc, voilà son corpus. Son corpus, ce sont les dictionnaires de base. Et elle a choisi un angle d'attaque, c'est sa formation, l'étymologie. Alors, elle parle de cette discipline dont le nom est forgé à partir du grec étumos, qui signifie vrai, et logos, science ou connaissance. Mais elle ajoute tout de suite, ça se révélera, d'après cette étude, très exagéré, parce qu'en fait, il s'agira plutôt de rechercher l'origine des noms à travers leur histoire. La vérité, voilà, est-ce que le nom correspond à la vérité du poisson? C'est autre chose. Elle commence par évoquer 2 mots qui ne sont pas des noms de poissons, que vous connaissez tous. C'est aquarium et piscine. Alors pourquoi? Parce que aquarium, c'est un nom emprunté au latin, et depuis le 19e, ça désigne, vous savez ce que c'est, un bassin vitré le plus souvent, dans lequel on élève des poissons. Au mieux, il y a des plantes, des petits objets pour faire joli. Au pire, c'est un simple bocal avec un poisson rouge qui tourne au milieu. Voilà. Or, il se trouve qu'en latin, ce mot aquarium, logiquement, il ne signifie qu'un lieu où il y a de l'eau. Il ne parle pas spécifiquement des poissons. D'autant plus que les latins avaient un mot qui a donné chez nous le mot piscine, bâti sur piscis, le poisson. Sauf que maintenant en français, une piscine, vous n'y trouverez aucun poisson, ou alors il y a un problème d'étanchéité dans les conduites. Et voilà, donc ça c'est le premier exemple qui montre qu'on va s'appuyer sur l'étymologie, mais qu'il faut faire attention parce que les mots, bien sûr, ils évoluent, ils s'usent, ils glissent dans leur emploi, ils font ce qu'on appelle des glissades sémantiques, c'est très joli à imaginer ce que c'est qu'une glissade sémantique. Juste pour information, ici, en occitan, le mot pesquier a gardé son sens de lieu où il y a de l'eau et où il y a des poissons, où on élevait autrefois des poissons. Vous avez une rue du Pesquier à Villeneuve,
où au Moyen-Âge, il y avait une réserve d'eau alimentée en poissons et qui permettait de se nourrir. Voilà. Alors, on va continuer cette recherche étymologique et aborder vraiment donc, les poissons eux-mêmes. Alors, elle commence, Henriette Walter, par un poisson qui a un nom qui semble transparent, c'est le grondin. Alors, le grondin, même quelqu'un qui ne connaît pas, il va commencer à calculer peut-être des choses dans sa tête. Alors, il indique vraiment, là pour le coup, ce qui est nommé, c'est-à-dire que le grondin, ben, il gronde. Alors il gronde, il grogne, ça c'est selon. Il a une vessie natatoire qui fait que lorsqu'on le pêche ou lorsqu'on le sort de l'eau, il expulse un liquide et ça fait une sorte de vibration sonore qu'on appelle un grognement. Et là, ce qui est intéressant dans l'étude d'Henriette Walter aussi, c'est qu'elle n'en reste pas au nom français, elle essaye de trouver un échantillon des noms européens dans les langues qu'elle connaît. C'est intéressant de comparer parce qu'on voit que l'attitude des hommes, des fois, est semblable par rapport à la bête et des fois varie dans l'appellation. Là, il se trouve que pour le grondin, que ce soit l'anglais, que ce soit l'allemand, ou même l'occitan ici, le guruniau. Voilà, le grondin, le guruniau, donc on entend bien la proximité sonore. Il porte le même nom. Là, il est nommé par cette spécificité qui surprend les pêcheurs quand on le sort de l'eau, ou les gens qui ne connaissent pas le poisson, et qui donnent l'impression qu'il râle. Mais, parce qu'il y a toujours des exceptions, malgré cette coïncidence, il se trouve que dans d'autres langues, ben c'est pas ce bruit qui va donner son nom, qu'on va choisir pour donner son nom au poisson, ça va être sa grosse tête. Et en italien, par exemple, capone, hein, du latin, qui dérive directement du latin caput. Hein. Et en occitan, ben, justement, il s'appelle gruniau, mais il a aussi un second nom, et la caboto, celui qui a la grosse tête. L'espagnol, lui, vous avez vu, il y a l'entrée, donc le bruit, comportement du poisson, il y a l'entrée, l'aspect, on va dire, morphologique, et en espagnol, on va donner son nom en fonction de la couleur de ce poisson, et on l'appelle, si je ne me trompe pas, oui, el rubio, le blond, parce qu'il a une jolie couleur blonde. Voilà, donc on voit que les hommes ont besoin de nommer ce qu'ils connaissent et ce qu'ils côtoient, mais ils vont employer des chemins métaphoriques différents pour donner le nom à l'espèce. Ceci dit, la couleur sera souvent présente. Et d'après Henriette Walter, une des couleurs qui se remarque le plus souvent si on fait une étude sur les noms des poissons, c'est le rouge, qui est omniprésent. Alors, je ne vais pas faire la devinette, mais vous devez connaître l'autre nom du barbet en français. Voilà, le rouget, par exemple, hein, c'est reconnaissable à ces barbillons. Ben, les noms vont changer dans les autres langues, mais ça aura un rapport à la couleur. En espagnol, salmonete, le petit saumon. Mais c'est la couleur de la chair hein, qui compte. Hein. D'ailleurs, dans les poissonneries françaises, il me semble qu'en dans certains cas, on l'appelle aussi la saumonette. Hein, voilà, donc on retrouve, ou même la roussette. Donc, toujours cette allusion à une couleur rousse ou rouge. Puisqu'on parle de la couleur rouge, qu'on a parlé du bocal tout à l'heure, on va parler de ces poissons à l'origine poissons d'eau douce, qu'on appelle les poissons rouges. En fait, ils ne sont pas toujours rouges, ils peuvent être blancs, jaunes, noirs, même à la naissance, ou orange, doré, mais ils ont tous des reflets. Et souvent, enfin, en tout cas ce qui domine dans ces reflets, c'est des reflets dorés. Donc si nous on les appelle des poissons rouges, ben, les Anglais, goldfish, c'est poisson doré. Voilà, hein. C'est la couleur, mais on ne remarque pas la même. On choisit celle qui nous intéresse. Et alors il faut faire attention du coup aux faux amis, parce que s'il y a un goldfish en anglais, vous devinez qu'il y a aussi un redfish, et ce n'est pas le poisson rouge, c'est une autre espèce qui est proche de la rascasse, qu'on appelle le sébaste. Donc, vous voyez, ces entrées-là font que il faut aller chercher, il faut gratter pour voir
d'où ça vient, mais même quand des noms sont semblables, ce n'est pas forcément le même. Toujours dans la couleur rouge, il y en a un autre qu'on connaît bien, qui est meilleur à manger que le petit poisson rouge, c'est le thon. Le thon que nous on appelle le thon rouge. En fait, il n'est pas rouge, tout le monde le sait. Il est plutôt d'un beau bleu, le thon. Mais en fait, on privilégie la couleur intérieure, la couleur de l'emploi culinaire que l'on en fera quand on le coupe. En anglais, on va trouver bluefin. Alors, c'est sur la couleur bleue. En fait, voilà, c'est cette appréhension, même si on prend l'angle de la couleur, eh bien, cela va dépendre, est-ce qu'on s'en tient à la morphologie du poisson? Est-ce qu'on s'en tient, enfin, l'aspect du poisson quand on le sort de l'eau? Ou, et ça joue beaucoup, l'emploi qu'on en fait en cuisine. Ça, il ne faut pas être étonné, il y a aussi beaucoup de noms qui ont un rapport avec l'emploi qu'on va en faire en cuisine. Et Henriette Walter ajoute que, bon, évidemment, avec ce qu'on vient d'exposer, on peut en arriver à faire des confusions. Et donc, elle a un chapitre qu'elle intitule « Méfions-nous des apparences ». Alors, celui-là, je l'ai découvert, je ne le connaissais pas. Je savais ce que c'était qu'un surmulot. Hein, ce gros mulot, ça veut dire un super mulot. On peut dire pratiquement un rat. Certains parlent de rat, mais en fait c'est un mulot plus gros. Et là, sur est un augmentatif. Eh bien, il y a un poisson qui s'appelle le surmulot. Voilà. Et elle nous explique que le surmulot, c'est pas parce qu'il est plus gros qu'un mulet, par exemple. C'est parce que ça vient de sort mulet. Et sort, ça indique la couleur, une couleur un peu jaune-brun. On le retrouve en français, ça reste dans le nom hareng sort, voilà, qui désigne cette couleur jaune que prend le hareng après s'être desséché. Donc voilà un exemple de faux amis. En revanche, pour un autre petit poisson bien connu dans nos eaux douces, le gardon, ben là, il n'y a pas de grandes difficultés. Elle dit que le gardon, il doit sans doute son nom au fait qu'il ne bouge pas beaucoup d'espace. Hein, il reste dans son trou, il va pas trop migrer dans la rivière, et que peut-être cela veut dire qu'il garde son trou, qu'il reste à cet endroit. Voilà. En espagnol, ben, c'est pas cette particularité qu'on lui attribue en français qu'on va garder, c'est plutôt la couleur, puisque certains gardons, parce qu'il paraît qu'il y a des différences, qui ont l'œil entouré, cerclé de rouge. En espagnol, on a rutilo. Hein, voilà. En allemand aussi, alors je vous ferai grâce de ma prononciation de l'allemand, mais il a un nom qui est calqué sur la couleur de ses yeux. Et elle se demande, Henriette Walter, si cette fraîcheur du gardon avec ses yeux bien rouges et cette couleur fraîche n'est pas à l'origine de l'expression « frais comme un gardon ». Mais là, on est totalement dans les hypothèses, parce que c'est très difficile, dans certains cas, d'arriver à voir d'où vient l'expression. En occitan, on a un mot qui est sur la même racine garda, c'est la gardesco. C'est ce qu'on appelle la blette en français, même si moi j'ai cru longtemps jusqu'au collège en Alsace, en sciences, où je parlais des gardèches et où le professeur m'a repris en me disant que ce n'était pas du français. Moi j'étais persuadé que c'était le nom français du poisson que je pêchais avec mon oncle. En fait, il fallait dire ablette. Gardèche, c'est un francisme pour dire la gardesque. Un autre poisson très connu du point de vue culinaire, qui a un nom qui est lié à sa couleur, c'est la dorade. Alors la dorade, on a plusieurs espèces.
trois principales. La dorade royale, c'est celle qui a des reflets quand on la sort, qui sont vraiment, effectivement, des reflets dorés. C'est magnifique quand on la sort de l'eau. C'est très très beau quand c'est frais encore. En espagnol, dorada, orata en italien, on voit bien que là, il y a une concomitance. C'est vraiment cette couleur-là qu'il a fait nommer. La dorade, il y en a une autre, il s'appelle la dorade grise. Bon, on a dit qu'elle était grise, elle est dorée, mais non, elle est grise. Donc, voilà, c'est par comparaison. Et puis, on a aussi la dorade, alors là, qui a un nom savant parce qu'elle a été nommée par des spécialistes et non pas par les usagers. À la base, c'est la dorade coryphène. Alors là, d'après Henriette Walter, et on le sent à l'oreille, ça remonte au grec coryphée, qui désigne l'excellence, le dessus du panier, ce qu'il y a de meilleur. Donc je suppose, j'ai mangé de la dorade royale, mais de la dorade coryphène, je ne sais pas. Donc il faudra se renseigner. Alors elle pose une question parce qu'elle parle aussi de l'écriture de ces noms. Doit-on écrire dorade avec un... Alors ça ne vous empêchera pas de dormir, moi non plus, même si je suis un ancien instit. Est-ce qu'on écrit dorade avec un O ou dorade avec AU? Parce que vous le trouverez dans les dictionnaires. Et alors elle explique que logiquement, si tant est que l'orthographe est une véritable logique, on va dire ce qui est fixé dans l'orthographe, c'est que quand c'est la dorade royale, on garde le AU. Voilà. Et quand c'est les autres dorades, eh bien on met un O. Ce qui est génial. Bon, les enfants, ils vont pas s'amuser dans des dictées, leur faire écrire dorade et vérifier s'ils écrivent O ou AU. Hein. Mais ça montre les hésitations. Et c'est intéressant parce qu'en fait, le mot dorade, même s'il vient du latin, est passé en français par l'occitan provençal, par la Méditerranée. C'est un emprunt du 16e, XVIe siècle, et ça se dit daurado. Et ce qui explique certainement que cette première dorade, on l'a orthographiée AU en la passant en français. On a gardé le phonème, même si on ne le prononce pas à l'occitane. Alors ensuite, il y a un autre poisson qu'elle évoque, et qui ne pose pas de problème d'orthographe, encore que. Il ne faut pas l'écrire avec une majuscule puisque c'est un poisson. C'est le Saint-Pierre. Voilà, le Saint-Pierre qui perpétue, qui doit son nom à une... allez, on va dire le mot, oui, une légende. Je vais l'appeler comme... Je crois qu'elle a mis légende, elle, oui. Une légende tirée de l'Évangile selon saint Matthieu, qui parle d'une pêche de Saint-Pierre, qui a attrapé un poisson, et ce poisson porterait de chaque côté la tache qui correspond au doigt saint de Saint-Pierre. Et ce Saint-Pierre l'avait trouvé. Il y avait une pièce de monnaie. Alors je ne vais pas vous raconter toute mais qui lui a permis de payer l'impôt romain. Donc c'est pour illustrer quelque chose de très compliqué, qui est le fait qu'on ne remet pas en cause l'autorité qu'il y a, mais qu'on garde sa croyance. Ceci dit, je rajoute à ce qu'a mis Henriette Walter, que cette histoire du poisson que l'on pêche avec un trésor dans la bouche, c'est une histoire qu'on retrouve dans des tas de peuples du monde. Donc même dans la Bible, enfin, en tout cas dans les Saintes Écritures, dans les Évangiles, on retrouve des mythes qui sont réutilisés. Alors il porte ce nom, lui, alors dans pratiquement toutes les langues, sauf en allemand, où il s'appelle Eringskönig, c'est-à-dire le roi des harengs. Voilà, on le considérait comme un hareng. Et ça lui permet d'aborder un autre poisson qu'elle appelle vraiment le roi des harengs, que je ne connaissais pas non plus. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du régalec. Voilà, qui a par contre, il a un nom qui donne envie d'en savoir plus. Et c'est un poisson qui se trouve au milieu des bancs de harengs, qui n'est pas un hareng au sens strict, qui est plus long qu'un hareng, qui peut même mesurer jusqu'à 10 mètres de long. Donc voilà, c'est un poisson assez impressionnant et qui a certainement alimenté des légendes.
On reste dans le domaine des légendes, là, parce qu'elle pose l'hypothèse que c'est certainement ce poisson, plutôt nordique, qui a inspiré le mythe scandinave du serpent du Midgard. C'est-à-dire ce serpent qui se tient dans la mer principale, et qui est un monstre marin, et qui est responsable des tempêtes, d'un tas de naufrages, et qui ne sera terrassé qu'à la fin des temps par Thor, le dieu scandinave du tonnerre et des pluies. Alors, elle aborde le serpent de mer, et elle dit que, bon, bien sûr, serpent de mer, c'est certainement celui-là qui a pu donner, en tout cas dans les légendes européennes, qui colportent l'existence de cet animal. Ceci dit, sans aller jusqu'à ces serpents de mer, il y a un poisson qui est un vrai danger pour les hommes, c'est celui qu'on appelle le poisson torpille. Et alors là, c'est très très intéressant parce que vous allez voir que torpille, tout le monde a une idée tout de suite dans la tête, parce que maintenant, et en particulier dans ces contextes de guerre, on entend parler, et ça nous éveille un autre sens. Et en fait, tout ça s'entremêle pour passer du nom d'un poisson au nom d'une arme. Mais ce n'est pas forcément ce que l'on croit. Quand j'étais petit, je pensais que le poisson torpille, quand j'en avais pas vu, c'était sa forme par rapport à la torpille qui faisait que, voilà, on l'avait appelé comme ça parce qu'il ressemblait à une torpille. Quand j'ai vu à quoi ressemblait un poisson torpille, j'ai compris que je me trompais. C'est pas du tout ça. Et donc, c'est tout à fait au contraire. Et qu'est-ce qu'elle explique? Alors, c'est une raie, c'est de la famille des raies, c'est une raie électrique, hein, qui peut... Du coup, quand on dit raie électrique, voilà, on a une idée de violence ou de choc, hein. Et curieusement, torpille, ça ne vient pas donc de l'arme, on va voir que c'est le contraire, ça vient de la même famille que torpeur. En français, ça vient du latin, torpere, être engourdi. Et alors, engourdi de froid, de frayeur, de douleur aussi. Et elle pose l'hypothèse que c'est cette proximité qui pourrait expliquer expliquer le nom, pardon, par l'effet de torpeur que produit la morsure du poisson. Sauf que la torpeur la produit chez quelqu'un. Enfin bon, c'est une hypothèse. Il y en a une autre que j'ai trouvée en travaillant sur les noms de poissons, parce que les noms de poissons occitans, et en Méditerranée, on appelle ce poisson la dromiliose, parce qu'il se tient à l'affût, aux aguets, sans bouger, comme s'il était justement en torpeur. Donc c'est peut-être l'autre hypothèse, ça serait peut-être sa méthode de chasse. En tout cas, ça vient effectivement du latin, torpere, et c'est bien plus tard, au 19e, par une suite de glissements, ça a désigné des mines justement immobiles, puis ensuite des mines mobiles, puis ensuite ça a pris la forme d'un fuselé, bien sûr, pour être lancé au loin, et ça a fini par désigner également une voiture profilée, la torpedo. Vous voyez comment, depuis le nom d'un poisson, on en arrive à des véhicules enfin, plus ou moins récents, parce que la torpedo, ça doit dater du début des années 1900. Voilà. Et à présent, après avoir vu ces quelques exemples de noms de poissons, Henriette Walter propose de voir en français, en gros, d'où viennent nos noms de poissons, puisque notre langue s'est bâtie sur différents emprunts. Et donc, elle parle d'abord des noms d'origine grecque, mais par l'intermédiaire du latin. Voilà comment ça s'est passé. Alors, le plus souvent, ce sont des poissons de mer, dont on a parlé tout à l'heure de la dorade coryphène aussi. Le thon, c'est aussi le cas, le congre, la murène. L'hippocampe est très intéressant parce que c'est joli comme nom. Et vous allez voir qu'il peut avoir un rapport avec l'âge né grâce à un de nos savants qu'on oublie. Hippocampe vient du hippos, qui signifie cheval. Et campos, je m'étais toujours demandé, et là, elle parle d'une relation avec un verbe qui signifie se courber, campaign, se courber, et qui peut vouloir désigner aussi une chenille.
par référence à la manière dont elle se déplace. Et Pline, on n'est pas chez Virgile là, mais on est revenu chez les auteurs latins, dit « Il n'y a rien d'étonnant à ce que des têtes de cheval surmontent de minuscules escargots. » Et on en vient à ce savant agenais, c'est Lacépède. Hein, voilà, Lacépède qui est c'était un philosophe, il s'intéressait aux langues, il s'intéressait à la musique, et c'était aussi un grand zoologue, ami de Buffon. Et il s'exprime ainsi sur l'hippocampe, sur ce petit animal. Quel contraste que celui des deux images rappelées par ce mot, hippocampe, qui désigne en même temps un cheval et une chenille. Alors, en français, il y a peu, d'après son étude, de noms de poissons de rivière qui viendraient du grec et par le latin. Ça peut se comprendre historiquement quand on sait l'importance de la mer Méditerranée nourricière et quand on sait aussi que, alors ça c'est un travail, alors je ne vous citerai pas l'auteur, il y a un auteur qui a travaillé sur quel poisson a-t-on mangé depuis l'Antiquité, de préférence pour arriver à avoir des flux d'échanges commerciaux. Et à travers cette étude, il s'est aperçu qu'en fin de compte, après avoir mangé beaucoup de poissons de mer et avoir provoqué presque une première extinction, on serait passé, d'après lui, aux poissons de rivière, comprenant ceux qui remontent aussi, comme le saumon, etc. Pour, après une autre extinction ou une baisse des populations, revenir à la mer, à la faveur des découvertes et de l'invention de bateaux qui pouvaient aller bien plus loin et avec une pêche pré-industrielle. Alors, un autre poisson d'eau douce, un poisson d'eau douce qui tire son nom du grec, c'est le silure. Hein, voilà, le silure que vous connaissez, qui fait peur à certains, qu'on a vu même dans le Tarn manger, enfin happer des pigeons qui venaient boire dans la rivière. Donc c'est un poisson très très intelligent qui s'adapte très très vite à des types de proies. Il vient donc du grec, elle n'indique pas par quel est son sens. Et des fois, c'est difficile, on sait d'où ça vient, parce qu'on sait que le nom existe en grec, mais pour avoir l'hypothèse véritable, on a du mal. Un autre, c'est la perche. La perche qui vient du grec. Et alors là, par contre, on sait d'où elle tient son nom. C'est le fait qu'en grec, c'est perché, qui signifie la tache. Et qui remonte à une racine, c'est vrai qu'elle est, voilà, qui remonte à une racine indo-européenne qu'on retrouve elle a fait des études aussi sur les noms des oiseaux et sur les noms des mammifères, Henriette Walter. Donc elle cite ici le nom d'un vautour, qui s'appelle le vautour percnoptère, qui a les ailes blanches. Quand on le voit voler, on voit un grand voilier blanc avec 2 taches noires au bout des ailes. Bon, mais ça, c'est pas le nom que lui ont donné les gens qui vivaient au milieu. Ça, c'est des noms scientifiques donnés par des zoologues ensuite. Hein. Par exemple, dans les Pyrénées, il s'appelle la Mario Blanco, la Marie Blanche, parce que ce qu'on voit, c'est pas ces 2 taches, c'est le blanc qui domine. Alors, elle passe ensuite, alors ça c'est intéressant, parce qu'on va retrouver ces noms, des noms d'origine gauloise, dans plusieurs langues latines. Parce qu'ils nous sont parvenus, de toute façon, par le latin, ce qu'on appelle le bas latin. Ils nous étaient transmis par qu'on appelle aussi le latin de cuisine. Alors là, sans étonnement, il y a la truite, le saumon, l'omble, la tanche, la loche, la lauze, la lotte de rivière. J'ai appris qu'il y avait aussi des lottes de rivière, ce que je ne savais pas. Et cela, effectivement,
au-delà des variantes phonologiques, on les retrouve dans pas mal de langues. En occitan, c'est évident, c'est truito, saumun, umblo, tenco. On voit bien qu'il y a une autre langue précédente qui s'adapte dans la langue qui prend le nom, mais qui fait que les noms se reconnaissent et sont frères entre eux. Alors, les noms strictement d'origine latine. Il semblerait que les noms gaulois désignent plutôt des poissons de lac et de rivière. Et ceux d'origine grecque, donc on l'a dit tout à l'heure, plutôt de mer. Et les noms latins, ben eux, c'est mer et rivière. On a complété la nomenclature. Alors là, ben, on a le loup, le squale, la raie, la torpille, dont on a parlé tout à l'heure, la sardine. Alors, la sardine, c'est tout simplement le poisson sarde, parce qu'on le pêchait beaucoup autour de la Sardaigne, et Sardigne, c'est le nom de cette île, et voilà l'origine. La sardine, on la retrouve aussi des fois dans sa forme ancienne, qui existe aussi en occitan, encore, sardo, la sarde. Tout simplement, comme elle vient de Sardaigne, c'est la sarde. Puis pour faire la différence entre l'adjectif sarde, qui désignait une femme de Sardaigne, on a créé la sardine. Voilà. La sole aussi. La sole est un nom d'origine latine, mais tout en étant d'origine latine, il est passé au français. C'est attesté, ça. On a des textes qui l'attestent. Dès le XIIIe siècle, par le provençal, par l'occitan provençal. Parce que la sole, c'est en fait une métaphore pour ce poisson qui a pratiquement la forme d'un dessous de sabot ou d'une empreinte de semelle. Voilà. L'idée, c'est cette forme comme ça, un peu arrondie. Et puis après, dans les poissons de rivière, vous avez l'anguille, la blette, le barbeau. Voilà, tous ces mots-là viennent du latin. Et puis bien sûr, on a eu quand même les migrations germaniques qui ont aussi laissé des noms de poissons, mais pas tellement par les migrations. D'ailleurs, je dis ça, en fait, les noms de poissons germaniques nous sont arrivés, si quand même, déjà par les migrations scandinaves, certains, et ensuite par le développement de cette pêche industrielle ou pré-industrielle dont je parlais, par la Ligue hanséatique, mais aussi par les Basques qui allaient pêcher très haut et qui empruntaient les noms que l'on donnait à ces poissons à cet endroit, donc qui ont ramené des noms d'origine germanique. Alors là, vous avez... on a parlé du loup tout à l'heure. Quand vous montez, ben c'est le bar. C'est un mot d'origine germanique. Vous avez l'esturgeon, le hareng. On l'entend même en français, puisque ces noms sont maintenant dans le dictionnaire en français. Sprat, pilchard. Alors cabillaud, aigle fin, cabillaud, je vais en parler après parce que c'est intéressant par rapport à l'évolution. Le lieu, voilà. Ça, ce sont des noms de poissons d'origine germanique. Le quartier Bacalan à Bordeaux, le quartier portuaire de Bacalan, ben, il tire son nom justement de l'occitan pour la morue séchée et salée, bacalao, mais que vous retrouvez en catalan, que vous retrouvez en portugais, voilà, mais qui est en fait vraisemblablement une déformation de cabillaud. Puisque dans ces langues-là, il y a ce qu'on appelle quelque chose qui se passe souvent, une métathèse, c'est-à-dire on remplace une consonne par une autre, ou on déplace une consonne. Donc, cabillaud, baquillo, c'est bacalao. Alors, on pense, sinon c'est difficile de comprendre comment ce nom s'est installé, sauf en sachant que les grands pêcheurs de morues de cette époque viennent de cette zone, entre pays portugais, pays basques, et y compris les pêcheurs de la côte océane occitane, on va dire gasconne. Voilà.
Ils montent depuis très longtemps pêcher la morue très haut, avec des bateaux qui étaient vraiment des... il fallait un sacré courage et besoin de vivre et de rapporter de la nourriture et aussi de l'argent au foyer pour aller pêcher dans les conditions dans lesquelles ils allaient pêcher. Pour terminer, on va évoquer des noms venus de plus loin, parce que, bien entendu, au fur et à mesure que le monde s'ouvre, non pas qu'on le découvre, parce qu'il y avait déjà des gens qui l'avaient découvert et qui y vivaient avant nous, mais en tout cas, au fur et à mesure qu'on intègre des noms venus d'ailleurs, ça pose une question d'ailleurs, parce que, en fait, tous ces noms dont je vous parle, il y en a bien quelques-uns qui surnagent, c'est le cas de le dire, depuis leur origine vernaculaire, depuis le nom que leur donnaient les gens qui les connaissaient, qui les utilisaient sur place. Mais il s'est passé au crible des savants, des scientifiques, et qui, eux, pour qu'il n'y ait pas de confusion, leur donnent un nom latin. Et après, dans la langue du savant, on donne un seul nom pour la langue en question. Et donc, forcément, ça fait un tri, parce que même en français, quand Linné ou quand d'autres ont donné... Linné, bon, c'était pas en français, mais quand les savants ont donné des noms en français, eh bien, le français, il était encore dialectal. Et les noms que l'on avait, on avait des fois plusieurs noms pour un même poisson. Et vous avez vu qu'ils peuvent varier de la même manière qu'ils varient entre l'espagnol et le français. Et on a choisi. Les scientifiques ont choisi celui-là. Et les autres, ils n'existent plus. Ils existent dans le vocabulaire. Si vous allez dans le Poitou, vous aurez des noms de poissons qui sont des poissons français, mais qui ne sont plus utilisés dans le lexique du dictionnaire, par exemple. Voilà. Et là, ben, il s'est passé la même chose avec les noms de poissons venant de très très loin. Tout le monde connaît les piranhas. Alors, ça vient du tupi-guarani, qui est une langue amérindienne, une des langues d'ailleurs très répandues amérindiennes, et qui vient de pira, qui signifie poisson, et agna, qui signifie dent. Alors ça, on comprend très bien. Du russe, il semble que un des noms d'une espèce d'esturgeon, c'est le beluga, mais qu'il ne faut pas confondre avec l'autre beluga, qui lui est une sorte de baleine blanche et qui est un mammifère, qui n'est plus un poisson. Donc voilà, on se retrouve avec deux noms qui désignent deux espèces différentes. Il y a le japonais aussi. Elle parle du fugu, un poisson très dangereux car mortel. On peut le trouver au menu de certains restaurants japonais, dont le cuisinier a obtenu un diplôme garantissant qu'il sait le débarrasser des parties nocives. Voilà, il faut vraiment avoir envie d'aller... Alors il paraît que c'est le comble de la gastronomie pour les gens qui peuvent se le payer, d'aller manger ce genre de poisson. Mais d'après quelqu'un qui est allé au Japon, qui en a mangé, il m'a dit que ça n'a pas un goût particulier. Lui, il pense que c'est tout dans la symbolique de manger un poisson dangereux qui a été préparé pour qu'on puisse quand même l'ingurgiter. D'autres noms ont été forgés par les naturalistes quand ils n'avaient pas de nom à transposer. Par exemple, le poisson qu'on appelle aussi le poisson arbalète. Enfin, maintenant, on préfère l'appeler le poisson arbalète, on l'appelait le baliste. Non, mais si on ne sait pas ce que c'est qu'un baliste, alors que poisson arbalète, c'était très clair, d'autant qu'il a une espèce de nageoire qui pratiquement fait comme une gâchette. C'est-à-dire que si on touche cette partie-là de la nageoire, là, il lance un jet d'eau qui propulse l'ennemi ou la proie à distance. Voilà, elle achève ce voyage dans les mystères des noms de poissons de cette façon. Et elle dit que, évidemment, c'est un monde qui est fabuleux, qui serait intéressant de creuser davantage. Mais ce qui est certain, c'est que sous les eaux ou à leur surface, ben, cet univers n'est pas tout à fait le monde du silence, hein, contrairement à ce qu'on disait. D'ailleurs, c'est vrai, on sait très bien maintenant, alors qu'on le croyait encore à l'époque même du commandant Cousteau, c'est que même sous l'eau, les bruits sont omniprésents, sauf qu'ils sont bien sûr à des fréquences que nous avons du mal à les percevoir. En tout cas, sur la surface,
les hommes se sont emparés des poissons comme de tout ce qui les entoure par le langage. Et alors, je ne peux pas finir sans vous citer une sorte de proverbe occitan sur la sardine. Val mai un po' rabussinat qu'un sardo entière. Il vaut mieux un cochon, un porc coupé en morceaux qu'une sardine entière. Je terminerai avec ce proverbe. Merci beaucoup Frédéric d'avoir assumé la lecture de ce texte qui est très généreux dans son contenu mais qui est quand même assez érudit. Donc le travail alors une pensée pour Henriette Walter qui pense à nous, qui est à Paris, qui est très fatiguée, mais on pense très fort à elle, qui aurait dû être là aujourd'hui pour nous présenter tout ce savoir. Donc je vous présente son livre. Et j'ai pris que celui-là, mais il y a d'autres livres que je vais aller chercher, qui sont là, que vous pouvez trouver à la bibliothèque de Casseneuil, bien sûr. Alors, ce qui est très drôle, parce qu'Henriette Walter a cette compétence, c'est-à-dire d'être très généreuse dans le savoir et de faire en sorte qu'on puisse aussi s'amuser en lisant du savoir. Donc, tout ce livre est ponctué par des petites devinettes. Et pour terminer, je voulais vous en proposer une. C'est bien. Alors, le choix a été réalisé par Josiane et Nathalie. De la médiathèque. Alors, par exemple, le nom du poisson qui s'appelle le requin chagrin. D'où vient ce nom? Alors, Henriette Walter nous propose 3 pistes, 3 possibilités. De la tristesse qui fait suite à ses attaques meurtrières, de sa peau grenue comme une peau de chagrin, de sa physionomie chagrine de chat grimaçant. Alors, et qui c'est qui a dit la peau? Oui. Plusieurs. La peau aussi, Philippe, là-bas? Oui. Eh bien oui, effectivement, c'est ça. Et la réponse est la suivante. On fabrique un cuir à partir de la peau de ce requin. Voilà. Une autre? Alors, hop. Ouais. Ah, tiens, ça c'est pas mal. D'où vient le nom caviar? Le nom caviar, en français, vient de l'italien caviale, qui remonte par l'intermédiaire du turc ancien. En turc moderne, on dit aviar, à une origine plus ancienne. Alors, est-ce que c'est une origine russe ou une origine persane? Tu dis persane, Mathieu? Persane? Réponse du persan kag avar, qui signifie porteur d'œuf. Persan kag signifie œuf, j'espère que je le prononce correctement. En russe, le nom du caviar est tout différent. On dit ikra, qui désigne d'abord tous les œufs de poissons, grenouilles et autres animaux aquatiques. Elle est peut-être une dernière. Celle-là, je la trouvais jolie. Ah oui, la matelote d'anguille. Alors, une des recettes traditionnelles pour accommoder l'anguille est celle de la matelote. Mais pour quelle raison dit-on matelote? Est-ce parce que les oignons forment un matelas sous les morceaux d'anguille? Est-ce parce que c'était la manière dont les matelots la préparaient autrefois? Ou troisième possibilité, est-ce parce que l'anguille est découpée en petites masses, des masselotes? 1, 2 ou 3? 3? 3? 3 aussi? Ah, j'en vois 2, 2. Moi, je dirais 2, moi. Vous dites 2 aussi? Je sais pas. 2? C'est le 2. C'est bien la manière dont les matelots cuisinaient l'anguille. Encore une dernière? Allez, on va pas gâcher notre plaisir. Bon. Ouais, voilà. Qui était le Myrmillon à l'époque des Romains? Est-ce un marmiton, assistant des plus grands cuisiniers,
est spécialisé dans la préparation des plats de poisson. Alors, il y a encore 2 autres possibilités. Je vous les propose. Alors, je vous propose les 2 autres. Alors, le mirmillon, hein. Est-ce un homme chétif, de petite taille, maigre comme un poisson et souvent appelé myrmidon avec un Y? Ou 3e possibilité, est-ce un gladiateur dont le casque était orné d'un poisson? Eh bien, monsieur le pêcheur, je vous confirme que vous avez gagné. C'est bien un gladiateur. Il connaît tout, Gilbert. Au petit pot qu'on servira tout à l'heure avec plaisir. Avec une matelote d'anguille. Donc voilà, Madame la maire vous a convié à venir boire un verre avec nous à la suite de cette rencontre. Alors, est-ce que vous me permettez de donner un peu plus d'explications? Alors, donc, c'est bien un gladiateur. Dans le nom latin, Myrmillon était peut-être un emprunt au grec Mormulos, variante de Mormuros, le nom du marbré. Il portait un casque dont le cimier était orné d'un poisson. Oui, c'est celui qui avait le filet, je pense. Bien, on en discutera quand vous viendrez autour d'un verre, pour rentrer dans les détails. Je voudrais juste vous adresser un petit mot, déjà pour remercier la commune de Casseneuil de nous avoir accueillis cet après-midi, ici au bord de l'eau, de remercier les partenaires aussi de cette aventure, la bibliothèque départementale, le conseil départemental de Lot-et-Garonne, la région Nouvelle-Aquitaine et la DRAC aussi, qui ont permis de financer toute cette aventure du Poï-Poï de Rome flottant et du travail que nous menons dans le cadre des géorgiques sur la découverte de l'eau, des rivières, etc. Remercier aussi l'association Le Belvédère, qui est présidée par 2 messieurs, Frédéric Figeac et Étienne Marquand, qui est ici aussi. Donc merci aussi à vous. Et donc cet après-midi se poursuit donc à l'intérieur des tanneries, où on va prolonger notre voyage sous l'eau avec Aristée, avec donc un regard du point de vue de l'archéologie et de l'art.